Bonjour Catherine, ici Madame Rabier, votre professeure de latin. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va faire la correction de la partie 1 de la séance 6 qui, souvenez-vous, s'appelait Panem et Circenses, c'est-à-dire du pain et des jeux. Alors voilà comment ça va se passer, c'est que je vais aller la leçon avec les activités que vous devez faire pour aujourd'hui et on va faire la correction tous ensemble et relire la leçon tous ensemble. Alors, Panem et Circenses, du pain et des jeux. En effet, les Romains étaient particulièrement friands des jeux, et notamment des jeux du cirque. Ce qu'il faut savoir, c'est que les combats de gladiateurs sont à l'origine une manifestation religieuse pour célébrer la mémoire d'un mort, parce qu'on pensait que le sang versé dans l'arène pouvait apaiser les mânes, qui étaient les âmes des morts. Mais leur aspect spectaculaire l'a bien vite emporté en fait sur la dimension religieuse, et les jeux du cirque deviennent un des loisirs préférés des Romains, et notamment les combats de gladiateurs. Et les empereurs de Rome comprennent très très vite l'utilité politique des jeux, parce que tant qu'on divertit le peuple, lui, ne s'intéresse pas à des sujets plus graves, ce qui fait que les empereurs peuvent faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, l'auteur latin Juvénal accuse le peuple d'être idiot et de se contenter de panem et circenses, du pain et des jeux, alors qu'ils devraient se rebeller contre des chefs qui abusent de leur pouvoir et qui prennent des décisions absolument injustes. Aujourd'hui encore, on utilise parfois cette expression du pain et des jeux pour critiquer, par exemple, la télévision, dont on dit qu'elle abétit un petit peu le peuple en la divertissant et en l'entendant. Dans la première partie, on va se concentrer sur le Colisée. Donc le Colisée, célèbre monument romain, vous avez dû normalement regarder ces deux documentaires qui vous permettaient de répondre aux questions ci-dessous. Alors qui a fait construire le Colisée ? Le Colisée a été construit par l'empereur Vespasien. En tout cas, c'est lui qui a lancé la construction. Sauf que la construction du Colisée, elle va durer à peu près 10 ans, et Vespasien va mourir avant la fin des travaux. C'est donc son successeur, Titus, qui va s'occuper d'inaugurer le bâtiment en organisant de grands jeux à l'intérieur. Combien y avait-il d'entrées au Colisée ? Ça, vous l'avez vu normalement dans le documentaire. Le Colisée compte 76 entrées. Et oui, puisque vous allez le voir sur le schéma, on a des entrées tout autour du Colisée. Donc ça permettait aux spectateurs de s'installer et de quitter le bâtiment rapidement, sans trop créer d'encombrement et d'attente. Un petit peu comme dans les stades aujourd'hui, où vous avez différentes portes, et quand vous achetez votre billet, on vous dit rendez-vous à telle porte, et ça vous permet de faire tel, puisque vous êtes directement à la porte la plus proche de votre place. Alors regardons après le plan du Colisée, qu'il fallait compléter. On a donc dans notre Colisée, au centre, une arène. Alors, arène vient du mot latin arena, qui signifie sable. Donc l'arène, c'était littéralement là où il y avait du sable, puisque c'était ce qui composait le sol de l'arène. Sous l'arène, vous aviez ce qu'on appelle l'hypogée. L'hypogée, c'est une série de coulisses, on va dire de couloirs, dans lesquels les gladiateurs, les animaux, tous les gens en fait qui travaillaient au Colisée pouvaient se déplacer. Et donc, la véritable vie du Colisée, elle était en fait en dessous de l'arène. Et comme vous l'avez vu dans le documentaire, il existait dans l'arène des trappes, et grâce à des petits systèmes d'ascenseurs, on pouvait faire monter soit les bêtes, soit les gladiateurs directement dans l'arène, en ouvrant des trappes depuis l'hypogée. Voilà pour le centre de l'arène. Si on remonte, maintenant, si on regarde au niveau de l'espace des spectateurs, eh bien on se rend compte que la manière dont s'organise le Colisée, elle est intéressante au niveau social. Parce que la forme du Colisée, donc cette forme en ellipse, elle permet en fait à tout le monde de voir, puisque les gradins montent très très haut. Donc finalement, où que vous soyez, vous n'êtes pas éloigné, même si vous êtes tout là-haut, là, vous voyez très bien ce qui se passe dans l'arène. Donc tout le monde pouvait voir. Plus vous étiez proche de l'arène, plus vous étiez riche. Ce qui fait que dans la première tribune, on trouvait les sénateurs et les patriciens, la frange la plus aisée de la population. Dans la seconde tribune, un tout petit peu plus haut, on trouvait les chevaliers de l'Empire, donc encore une fois une sorte de noblesse. Quand on monte, c'était la catégorie intermédiaire. Au niveau du 4e gradin, on avait les femmes et le peuple, davantage pauvre. Et tout en haut, vous aviez un belvédère qui vous permettait d'avoir une vue d'ensemble de tout le bâtiment. Et tout en haut, même si là on ne le voit pas figurer sur le map, vous avez dû le voir documentaire,
On avait à l'époque des mâts tout autour, là, sur les hauteurs du Colisée, des mâts qui servaient à tendre un vélarium. Alors le vélarium, qu'est-ce que c'était? C'était des toiles qu'on tirait à l'aide d'un système de cordes et de poulies et de mâts, justement, plantés en haut, qui permettaient en fait d'avoir de l'ombre. Et oui, puisqu'il faisait extrêmement chaud, donc il était important de pouvoir protéger les spectateurs à tous les moments du soleil notamment. Et enfin, dernier élément que vous deviez coller sur votre schéma, c'était les arches tout autour. Alors ces arches, du coup, on a dit, elles servent à faire un certain nombre d'entrées, et elles servaient aussi également à faire entrer la lumière et de l'air. Parce qu'en ayant un bâtiment comme ça vous permettait de le ventiler beaucoup plus facilement. On avance. Voyons voir comment s'organise une journée au Colisée quand on va voir des jeux. Alors les jeux, on va les appeler, enfin, en tout cas les combats de gladiateurs, ça va s'appeler les munus muneris. C'est l'un des sens de ce mot, ça peut être le mois. Lisons l'encart ici. Programme du munus. Le matin, venatio. Chasse de gros gibier ou d'animaux sauvages et exotiques aux prises avec des gladiateurs et peu protégés, les bestiarii. Damnatio astias. Les condamnés à mort sont livrés aux bêtes. Après-midi, duel de gladiateurs. Le vaincu demande la missio, c'est-à-dire la vie sauve, en le doigt vers l'éditor, l'organisateur des jeux. Première question. Lisez l'encadré et dites quel moment du munus est représenté sur le document 1. Alors là, on voit un personnage avec une lance qui visiblement n'a pas d'armure, qui est en train de se battre contre quelque chose qui ressemble à un lion. Donc cette fresque, elle montre quelqu'un en train de se battre contre un animal. On est donc face à une scène de venatio, puisqu'on a un gladiateur. Alors, pas vraiment un gladiateur, puisque les bestiarii, on nous dit, ce sont des gladiateurs un petit peu moins entraînés d'ailleurs. Donc il se bat avec un fauve. On est face à une scène de venatio. C'est donc une scène qui se passe le matin. Question 2. Lisez le tableau des types de gladiateurs et identifiez ceux qui sont représentés. Donc on a dit, les bestiarii, ce sont des gladiateurs peu entraînés. Les gladiateurs, ce sont des combattants extrêmement entraînés qui sortent d'écoles de gladiateurs, et il en existe plusieurs sortes en fonction des armes qu'ils portaient. Alors, on avait par exemple les retières, qui eux portaient un filet, qui se dit rete en latin, c'est pour ça qu'on appelle tiers. Ils portaient un trident pour se battre, un poignard et une large épaulière, c'est-à-dire une protection au niveau de l'épaule. On a les myrmillons, qui eux étaient équipés d'un filet, d'un glaive, d'un casque à l'âge. On a les thraces, qui eux portent un petit bouclier, une dague recourbée, un casque, des brassards et des jambières. Et enfin, on avait le sécoutor, qui lui portait un bouclier, un glaive, une jambière uniquement à l'âge, un casque avec une crête mais sans rebord. Donc là, on regarde la mosaïque de Sliten, on peut voir qu'on a ces quatre types de gladiateurs représentés. On va aller de gauche à droite. Si on regarde le personnage de gauche, on peut voir que Rétière. Alors certes, il a plus son trident. Par contre, on peut voir que son trident il est au sol, là. Et oui, regardez. Pourquoi son trident est tombé au sol? Parce qu'il est blessé. Vous voyez, il a une blessure au mollet. Il est en train de saigner. Donc lui, c'est un Rétière. Et si jamais on avait un doute, regardez, il a une protection au niveau de l'épaule. Donc, aucun doute, c'est Rétière. Le personnage à côté de lui, qui est en train de le chasser, c'est un sécoutor. On le devine avec son bouclier long. Alors, le glaive, il est caché derrière, et avec son casque sans rebord. Et, vers la droite de la mosaïque, on a deux gladiateurs en train de se battre. Le premier, c'est un thrace. On va le reconnaître avec son casque et grâce à son petit bouclier, qui se bat avec un myrmillon, alors qui lui aussi a un casque, mais lui, regardez, il a un bouclier long. On a une autre fresque sur laquelle on va revenir après, on va lire le petit encadré ici. Les gladiateurs sont esclaves pour part, un petit peu comme Spartacus, dont on a parlé dans la leçon précédente. Ils prêtent serment, l'octoramentum, à un lanista, qui les entraîne dans son école, des ludus gladiatori, et les forme aux différentes spécialités, pour aller.
Rarement aux images véhiculées par certains films, les gladiateurs meurent rarement dans l'arène. L'entraînement et leur entretien coûtent très cher. Et oui, c'est vrai que si vous avez passé plusieurs années à entraîner un soldat, c'est quand même dommage de le mettre à mort tout de suite, vous allez le rentabiliser. Donc, vous ne le faites pas tuer. Là, on avait une série de questions sur ces deux mosaïques. Quels moments du mousse sont représentés sur... Alors, le document 3, on peut voir que sur cette partie-là, on a une damnatio ad bestia. C'est quand on donne les condamnés à mort aux bêtes. C'est quand on les exécute, en fait, en les mettant face à des bêtes sauvages. Mais on a aussi une vuenatio, puisqu'on voit qu'on a ici un personnage qui est armé et qui est en train de chasser du gibier, en train de chasser en l'occurrence un cerf. Donc, dans cette mosaïque, on a une damnatio ad bestia et vuenatio. Repérer. Quels animaux affrontent-ils? Alors les bestiarii, c'est ceux qui se battent, c'est ceux qui ont les armes. Donc on voit qu'ils vont affronter plutôt du gibier ici. Ici ça va être des cerfs, et là ça va être par exemple un sanglier. À quels animaux sont livrés les condamnés? Alors là on le voit sur la première mosaïque. Le condamné, il est livré à ce qui ressemble à un lion, ou à une panthère, en tout cas à un fauve. Et dans le second, là aussi, plutôt un lion, plutôt un fauve. Donc en fait, généralement, les lions, ils étaient utilisés pour manger, justement, les corps. Quel élément montre que la mort est mise en scène de façon spectaculaire? Et oui, parce que le but de livrer des condamnés à mort, plutôt que de les exécuter en leur coupant la tête, c'est de faire spectacle. Alors regardons sur notre première mosaïque, vous voyez que le condamné, il est attaché et mis sur une espèce de petit char, et derrière, vous avez un bestiarii qui doit s'occuper de le pousser, et il a un fouet pour exciter la bête, pour exciter le fauve auquel il est en train de le livrer. Donc ça reste assez impressionnant à voir. Et alors pour l'autre, là encore une fois, un bestiarii avec un fouet qui pousse un condamné à mort. Lui, il n'est pas attaché, mais il le pousse très clairement, on le voit avec son bras, et lui aussi, il a un fouet qui sert à exciter le lion qui est juste en face, et à faire avancer le condamné. Comment est-ce qu'on distingue les condamnés à mort des bestiarii? C'est bien simple, vous voyez bien que les condamnés à mort, ils sont pas habillés, ils sont simplement avec un sous-vêtement, mais les bestiarii, eux, sont habillés, généralement ils sont armés de fouets ou d'armes légères, alors ils sont certes très protégés, mais ils sont davantage à protéger que les condamnés à mort. Sur le document 4, l'un des condamnés va être dévoré par un lion. Mais quel supplice est réservé au second? Et au plus il va se faire dévorer, mais celui-ci, qu'est-il en train de faire? Regardons bien. Ici, on peut voir qu'on a un ours en train de se battre avec un taureau. Et l'ours et le taureau sont attachés l'un à l'autre. Alors forcément, vous doutez bien que l'ours et le taureau ne vont pas s'entendre et qu'ils vont se battre. Et le condamné à mort, on lui demande d'une manière extrêmement cruelle de décrocher les deux animaux en furie avec un simple bâton. Donc vous vous doutez bien qu'elle va probablement se faire tuer par un mot. Par quelle technique le mouvement des corps est-il renforcé? Alors, ces deux documents-là, on l'a dit à plusieurs reprises, ce sont des mosaïques. Une mosaïque, qu'est-ce que c'est? C'est une image qui est constituée de petits cubes de pierre qu'on colle les uns à côté des autres, des petits cubes colorés, et qu'on va mettre tous les uns à côté des autres, collés, et ça va finir par former une image. Donc selon que vous utilisez, donc ces petits cubes on les appelle des tesselles. Et si vous utilisez des cubes larges, donc de grande taille, c'est ce qu'on appelle la technique de l'opus tessellatum, eh bien vous allez avoir des images forcément moins précises. Un petit peu comme vous prenez une photo, vous avez des gros pixels, votre image elle va vous apparaître avec beaucoup moins de détails. En revanche, si vous utilisez la méthode de l'opus verbatim, si vous utilisez des petits cubes de couleur donc beaucoup plus petits, eh ben vous allez pouvoir donner davantage de détails et de couleurs à la mosaïque. Et ici, on voit bien que dans nos deux mosaïques, c'est cette technique-là que l'auteur a employée. Parce que si on regarde attentivement, tenez, on va prendre ce prisonnier-là, on voit que le prisonnier, sa couleur de peau, c'est pas tout simplement du orange ou du brun. On voit que l'auteur, grâce à des petits cubes blancs, comme ça, extrêmement fins, il a réussi à faire ressortir les muscles du condamné. Et
Ces détails, ces couleurs, ces traces, ça permet de mettre en avant les mouvements du corps et de rendre l'image réelle. On avance. Je vous ai donné ce tableau à étudier. On va dézoomer un petit peu. Alors, c'était un tableau de Gérôme qui date de 1872 et qui s'appelle Poyissé Verso. D'après leurs équipements, identifier les deux gladiateurs encore en vie. C'est bien simple, les deux gladiateurs encore en vie, ce sont ces deux-là. Le premier, on le reconnaît maintenant, c'est un Thrace. Vous avez vu, il a un casque, il a un petit bouclier et il a une épée. Et il est en train de se battre avec un Rétiaire. Là aussi, le Rétiaire blessé, on voit son trident au sol. Quel signe fait le gladiateur à terre? Eh bien, vous voyez que le Rétiaire, il est en train de lever la main, de lever le bras, c'est la missio, il est en train de la pitié, la clémence du public pour que le Thrace ne l'exécute pas. Mais que répond le peuple? Eh bien, le peuple baisse son pouce vers le bas, les spectateurs baissent leur pouce, qui indique que le Thrace le met à... On peut donc traduire maintenant le titre du tableau, Poyissé verso, littéralement le pouce, baisser le pouce vers le bas. Alors, si vous regardez très attentivement le tableau, vous pouvez se rendre compte que partout dans le tableau, vous aviez des espèces de lignes lumineuses. Eh bien, ces lignes lumineuses, d'où provenaient-elles? Il fallait s'imaginer, même si on ne le voyait pas, qu'à ce moment-là, eh bien, le vélarium, souvenez-vous, ces étoffes qu'on déployait au-dessus du Colisée et des arènes, de manière générale, pour du soleil, eh bien, on peut imaginer que le vélarium est sorti, est tendu, et bien évidemment, ce n'est pas une pièce d'étoffe d'un seul tenant, c'est plusieurs morceaux, donc on laisse quand même passer de la lumière, et c'est très lumineux que vous voyez, en fait, c'est le soleil qui passe au travers du vélarium. Grand 3. Grand 3, on fait un petit point sur cette fameuse phrase « Ave César, moritur te salutant ». Alors celle-là, vous la connaissez, vous l'avez déjà entendue. Ça veut dire « Ave César, ceux qui vont mourir te saluent ». Alors tout le monde la connaît, cette phrase, et on a envie de croire que les gladiateurs prononcent à chaque début de combat pour se présenter à l'empereur. Donc l'empereur, c'est le César. Mais en fait, c'est complètement faux. Parce que cette phrase, elle a été prononcée, en effet, une fois, mais devant un seul empereur. Il ne s'agissait pas de gladiateurs, donc ce n'était pas du tout une habitude. Cette croyance, elle s'est installée dans l'esprit de tous à cause des nombreux tableaux, comme celui qu'on vient d'étudier, ou des films qui représentent les scènes de gladiateurs. Si jamais vous ne l'avez pas fait, je vous invite fortement à être au récit de la véritable scène où quelqu'un a prononcé cette phrase « Ave César, moritori te salutant ». Je vous laisse aller lire la véritable histoire. Nous, ce qui va nous intéresser dans cette phrase, c'est que en français, nous, on va traduire morituri par par qui vont mourir. Donc c'est un futur proche. Le futur proche, c'est, souvenez-vous, quand vous utilisez un verbe conjugué au présent, donc là c'est vont, plus l'infinitif. Mais en fait, on devrait le traduire par du futur de l'indicatif. Et là, on va prendre quelques minutes pour voir comment se forme le futur en latin. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Pour former le futur indicatif, j'ai besoin de prendre le radical du présent. Alors, comment est-ce qu'on prend le radical d'un verbe en latin? Vous vous en souvenez? Le verbe, à chaque fois, il va se présenter sous 5 formes. Bon, nous, souvenez-vous, on garde que les 3 premières qui restent. On va prendre le verbe ambulo, as, are, qui veut dire marcher. Si je veux trouver le radical au présent, je vais prendre la 3e forme, qui correspond à l'infinitif, vous vous souvenez, et je vais enlever le RE, ce qui fait que ça me laisse ambula. Ambula va donc être mon radical du présent. À ce radical, je vais rajouter la lettre B. Donc là, pour l'instant, on a ambulab, et après, je mets voyelle de liaison et désinence. Donc, ce qui nous donne ambula bo, ambula bis, tu marcheras, ambula bit, il marchera, ambula bimus, ambula bitis, ambula bunt.